31e sommet de l'Union africaine. Les travaux ont démarré aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie. C'est un sommet aux grands enjeux. Les chefs d'État du continent cherchent le remède à la corruption qui gangrène toutes les économies. Sur la table également des sujets majeurs comme la réforme de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale et la lutte contre le terrorisme. Les échos dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Et puis des enfants malades qui attendent désespérément du sang. Cela se passe à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Si vous êtes adulte en pleine possession de vos moyens, c'est à vous que le cri de cœur s'adresse. La demande en sang est en pleine augmentation. Les donneurs, eux, se font prier. C'est le grand format de ce journal. Le directeur régional du centre de transfusion sanguine de Ouagadougou, le docteur Salam Sawadgo, est notre invité. Il s'appelle Jean-Étienne Belem-Niegré. On pourrait l'appeler aussi Monsieur 100%. 100% de réussite au CEP est aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est la 10e fois qu'il réalise cette performance. Actuellement, il est en service à l'école Bagré Périmètre dans le centre-est. L'une de nos équipes était sur place au moment de la proclamation des résultats. Portrait de cet enseignant dévoué à suivre dans un instant. Une deuxième attaque à la voiture piégée en 2 jours contre les forces antiterroristes au Mali. Cette fois, c'est une patrouille conjointe des militaires français de Barkhane et de soldats maliens qui a été visée. L'attaque s'est produite à la périphérie de Gao ce matin. Au moins 2 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés par l'explosion. Des blessés également parmi les militaires français. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Gagner la lutte contre la corruption, un sujet au menu du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert aujourd'hui même à Nouakchott en Mauritanie. En plus de la corruption, les questions de terrorisme, de paix et de réforme de l'institution sont aussi à l'ordre du jour. Un sommet auquel prend part le président du Faso. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sayon. Les dirigeants de l'Union africaine engagent la bataille contre la corruption à la faveur du sommet de Nouakchott. Dans son discours, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, appelle les chefs d'État à prendre les mesures pour mettre fin à ce fléau qui coûte à l'Afrique 50 millions de dollars chaque année. Nous avons déclaré l'année 2018, année de lutte contre la corruption. Les méfaits de ces fléaux sont connus, identifiés et se traduisent par la perte de ressources au montant astronomique. Pour marquer votre détermination à en finir avec ces fléaux, vous avez désigné le président Mohamed Buhari comme leader de notre combat. Le travail abattu sur son leadership fournira des orientations quant aux mesures à prendre. Mais ce sont les questions de paix, de sécurité et de stabilité qui ont dominé l'ouverture de ce sommet. Le président de la Commission de l'Union a salué les progrès enregistrés dans la résolution de la crise entre la Somalie et l'Érythrée et entre les 2 Soudans. Moussa Faki Mahamat et le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, ont rappelé la nécessité pour le continent de s'investir dans la lutte contre le terrorisme. Étant ici au cœur du Sahel, je voudrais renouveler l'engagement solidaire de l'Union africaine avec les pays du G5 Sahel. L'attaque contre le quartier général du G5 Sahel il y a quelques jours met en relief, s'il en était besoin, la nécessité d'une mobilisation accrue en appui à la région. Le sommet de Nouakchott doit permettre aux chefs d'État et de gouvernement de conforter la dynamique engagée à travers les réformes, dont les plus importantes sont la zone de libre-échange économique, la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement. À l'agenda de ce sommet de l'Union africaine figure aussi la négociation d'un nouvel accord de coopération avec l'Union européenne. Vite du sang pour sauver des vies, c'est un cri de cœur lancé par la plupart des centres de santé en cette période où la demande explose. C'est le cas notamment de la pédiatrie Charles de Gaulle. Les chiffres sont là. Pour le premier trimestre de l'année, 1300 demandes en poche de sang, seulement 700 satisfaits par le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Et avec le pic du palu qui s'annonce, la situation risque encore de se détériorer. Constat avec Konsoum Koulibaly et Zalissa Sanfo. Le taux d'hémoglobine du petit Amad Diko a chuté jusqu'à 5 grammes.
il lui faut forcément une transfusion sanguine. Hélas, le sang manque. Les va-et-vient au Centre national de transfusion sanguine n'ont rien donné. Cela fait 48 heures que parents et personnel soignant attendent le précieux liquide pour le délivrer. Et à mesure que les minutes s'égrènent, l'inquiétude grandit aussi. Je ne sais pas combien de temps il va tenir encore dans ça. On prie et on met tout dans la main de Dieu. Salmata Ouedraogo et son fils, eux peuvent avoir le sourire. Après 72 heures passées entre crainte et espoir, Ahmed Ouedraogo a reçu les 2 poches salvatrices. Mon enfant était très malade et on a bien râlé ici pour avoir le sang. Après la transfusion, regardez vous-même, le sang sauve des vies. L'urgence est levée, mais Ahmed n'est pourtant pas tiré d'affaire. Il lui faut encore des produits dérivés du sang pour recouvrer définitivement la santé. Et dans son cas, ce sont des plaquettes. Ces enfants-là, s'ils n'ont pas de plaquettes, ça pose un gros problème. Donc vous avez certains enfants qui ont des taux de plaquettes tellement abaissés qu'il faut compenser ça sous peine de les voir saigner. Et c'est en travers ces saignements qu'on peut perdre ces enfants. Donc au moment où nous n'avons même pas suffisamment de sang pour transfuser les cas d'anémie liés au palu, ça devient compliqué d'avoir du sang pour faire des plaquettes. Parce que pour faire des plaquettes, il faut plusieurs poches de sang pour faire en tout cas quelques unités de plaquettes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème au niveau de notre formation sanitaire et avec justement la transfusion des plaquettes. Anémie, paludisme, cancer, leucémie. Le sang sera toujours nécessaire pour la guérison de beaucoup d'enfants. Selon les spécialistes, du fait de leur fragilité, ce sont ces tout-petits qui payent le lourd tribut. Au premier trimestre 2018, on avait un besoin de près de 1300 poches de sang. Malheureusement, on n'a pu avoir que la moitié. Le reste qui n'a pas pu avoir le sang, allait en tout cas des situations transitoires avec tout le risque que ça comporte. Et bien sûr, il y a eu perte à vie humaine. Voir un enfant rendre son dernier souffle par manque de sang. Des pires situations vécues par des médecins et dont des exemples donnés ici vous glacent le sang. Alors, ce 28 juin, c'est le personnel de santé de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle qui donne l'exemple pour dire stop à ces morts évitables. Vous avez des enfants que vous recevez dans vos services et vous avez besoin de sang pour les transfuser et vous n'avez pas le sang. C'est traumatisant pour le personnel de santé, c'est traumatisant pour les familles et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester de côté, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il est 13 heures quand nous quittions les lieux. Amadiko n'a toujours pas obtenu sa poche de sang. Mais le personnel médical lui a déjà récolté 70 poches sur les 100 attendus au cours de cette journée. Voilà pour ce constat et pour comprendre où se situe le problème, l'une de nos équipes est allée au centre de transfusion sanguine de Ouagadougou et comme vous allez le voir, les donneurs ne se bousculent pas et dans les rues de la capitale, quelques citoyens rencontrés avancent quelques explications. Jean-Hugues Bayala, Carrefour Césaire et Christine Koulibaly. Centre national de transfusion sanguine, il y a quelques jours, en lieu et place de ces donneurs bénévoles de sang, des glacières alignés en attente du liquide précieux. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui n'ont pas laissé des Burkinabés de marbre. Je suis un donneur régulier, mais depuis ces derniers temps, pour raisons professionnelles, je n'arrivais plus à faire face à ce devoir. Depuis l'alerte que j'ai vue sur les réseaux sociaux, avec des glacières alignées par manque de sang, je me suis senti obligé de venir remplir mon devoir. Je suis un donneur régulier depuis 2005. C'est grâce à un ami. Il avait son grand frère qui souffrait par manque de sang. Donc il nous a demandé de venir donner le sang pour voir en tout cas si on était compatible ou pas. Bon, depuis lors, on a compris qu'on pouvait être utile. La combinaison de plusieurs facteurs explique ce démarrage précoce de la période dite difficile pour le CNTS.
Entre autres raisons, le jeûne musulman, la fermeture des classes et un problème technique à la banque de sang. Car cela ne tienne, et c'est connu, le Burkina Faso a du mal à faire face à la demande en produits sanguins. Selon les normes de l'OMS, pour qu'un pays arrive à satisfaire ses besoins en poche de sang, il faudra qu'environ 1% de la population donne de son sang. Et au Burkina Faso, si vous prenez les statistiques, au risque de me tromper, je pense que nous dépassons largement 19 millions. Donc il faudrait en fait qu'au moins 190 000 personnes acceptent de donner leur sang par an. Mais au Burkina Faso, on n'est pas encore arrivé à cela. Donc ce qui fait que le besoin n'est pas comblé. Conséquence, que de familles endeuillées faute de donneurs. Souvent en cause, le manque d'informations justes sur le don de sang. Moi, je me dis que c'est essentiellement des problèmes de préjugés, puisque les gens se disent que quand on donne le sang, ça ne se reconstitue pas. D'autres ont peur de donner leur sang, parce qu'ils se disent qu'après ça, ils vont avoir des problèmes, ils vont tomber malades, ils ne comprennent pas que c'est pour sauver leur vie. La majorité, en tout cas, ne pensent pas aller donner leur sang. Il y a d'autres qui se disent que non, pourquoi enlever mon sang et puis donner aux gens. Pourtant, c'est à travers le don de sang que l'expression « l'homme est un remède pour l'homme » peut prendre tout son sens. Docteur Salam Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Drago. Alors, vous êtes le directeur régional du centre de transfusion sanguine de Ouagadougou. Alors, on l'a vu dans le reportage tantôt. Comment on peut expliquer les réticences? Quelles sont les raisons que les gens avancent le plus souvent pour ne pas donner leur sang? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons pu voir à travers vos caméras la triste réalité dans nos hôpitaux. Vous êtes allé donc à l'hôpital Charles de Gaulle. C'est un peu partout comme ça. Et la raison est simple, c'est que nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment de donneurs. Et pourquoi nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment de donneurs? Premièrement, je pense que nous n'avons pas suffisamment sensibilisé pour l'instant. Et c'est pour cela donc qu'à chaque fois que l'occasion se présente, nous saisissons cette occasion-là pour parler encore du don de sang sur les réseaux sociaux, pour parler du don de sang. Et je pense qu'à travers le reportage, on a vu certains donneurs donner certaines raisons. La peur donc de ne pas pouvoir voir son sang se reconstituer après le don de sang. La peur peut-être de certaines maladies qui pourraient, selon certaines personnes, donc être transmises. Est-ce que c'est une peur fondée? Malheureusement, donc, cette peur n'est pas fondée. Elle n'est pas du tout fondée. Et je pense que c'est là où nous avons encore à faire donc, beaucoup d'efforts. Faire d'efforts pour que les gens comprennent davantage que le sang qu'on prélève, nous prélevons en gros 450 millilitres. Chez un adulte, on a entre 5 et 6 litres de sang. Donc c'est à peine le 10e du sang que nous prélevons. Deuxièmement, au bout de 4 semaines, le sang qui est prélevé est reconstitué. En fait, les cellules, selon le liquide en lui-même, au bout de 24 heures, 48 heures, l'organisme se charge de reconstituer donc, le sang qui a été prélevé. Et dans tous les cas que nous donnions du sang ou que nous ne donnions pas, chaque jour nous perdons du sang. Des cellules meurent et sont reconstituées. Et ce qui fait que l'organisme, c'est une machine formidable et qui permet en tout cas donc, de se régénérer. À chaque fois donc, nous avons une perte de sang quelque part, c'est vite reconstitué. Alors docteur, s'il n'y a pas de risque, est-ce qu'il y a des avantages à donner son sang? Oui, je pense qu'il y a un gros avantage, c'est celui d'avoir ou de contribuer à sauver la vie de son prochain. Je pense qu'il ne peut pas avoir d'autres récompenses, d'autres avantages plus que celui-là, parce que au Burkina, donc, la politique veut que le don de sang soit bénévole. Donc, on ne donne pas de récompense quelconque au donneur pour le sang qu'il a donné. La politique veut qu'elle soit volontaire. Donc, on ne doit pas forcer quelqu'un pour qu'elle vienne donner le sang. Et la politique veut que également le don de sang soit anonyme. Personne ne doit être également, en fait, ne doit savoir à qui la poche est destinée, ou le malade ne doit pas savoir qui a donné la poche de sang. Donc, nous pensons que l'avantage, il est plutôt moral. Et je pense que c'est sur ça donc il faut qu'on mette l'accent. Il y a certains, souvent aussi, la polémique est là, il y a certains qui disent souvent qu'ils donnent leur sang gratuitement et que ce sang est vendu. Oui.
effectivement, on a cette polémique-là. Et je pense que, comme on aime le dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a certainement dans nos structures de santé des pratiques qui ne sont pas du tout de bonnes pratiques. Il y a effectivement donc des gens, des agents de santé qui profitent de la misère, de la détresse des parents, qui profitent également du manque de sang pour pouvoir monnayer les quelques poches qui sont en stock. Et je pense qu'il faut que les populations nous aident à les dénoncer. Donc le sang ne s'achète pas. Le choix politique au Burkina Faso depuis toujours est que le sang est gratuit. Qu'on soit dans une formation sanitaire publique ou dans une formation sanitaire privée, le sang est donné gratuitement aux malades. C'est vrai qu'il y a certains actes, par exemple, donc, puisque ça engage la responsabilité du médecin de surveiller, de poser cette transfusion sanguine, ça peut conduire en justice s'il y a des problèmes. L'acte peut être tarifé. Maintenant, jusqu'à quel niveau il faut qu'on mette ce coup-là? Je pense que les autorités compétentes pourront bien encadrer cela. Sinon, pour l'instant, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui donne l'impression, effectivement, que le sang est vendu. C'est l'acte du médecin, surtout dans le privé, qui est tarifé, qu'on fait payer aux malades, mais pas la poche du sang. Okay. Alors, docteur, vous l'avez tantôt évoqué, la stratégie. Aujourd'hui, on sait que ce sont les élèves et peut-être les hommes détenus qui sont en tout cas les grands donneurs de sang. Est-ce qu'au niveau du centre, il n'y a pas lieu de développer des stratégies? Parce qu'on le dit depuis tellement longtemps, élèves, militaires, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas pouvoir faire également de d'autres groupes des grands donneurs? Oui, je pense que cette stratégie, on l'a compris. Nous avons toute une politique de fidélisation des donneurs, de recrutement et de fidélisation des donneurs, qui s'adresse effectivement donc à des cibles qui sont hors élèves et hors militaires. Donc nous allons dans les lieux du culte parce qu'effectivement, les mosquées, les temples, les églises, pour pouvoir recruter d'autres personnes. Nous allons dans les services, nous allons dans les marchés et arts, nous allons partout où il y a des individus qui puissent donner le sang et nous travaillons effectivement donc à leur porter le message juste. Mais il faut le dire effectivement, donc pour l'instant, et comme je l'ai dit, peut-être que nous ne sommes pas suffisamment agressifs, nous ne sommes pas suffisamment percutants, mais pour l'instant, effectivement... Les effets tardent à se faire voir. Bon, en tout cas, on progresse chaque année, on relève plus de postes chaque année, mais pour l'instant, on n'arrive pas à atteindre effectivement le ratio d'avoir 10 donneurs sur 1000 personnes pour pouvoir couvrir les besoins de la population. Vous l'avez dit, on l'a vu également dans le reportage, il faut que 1% de la population donne son sang pour pouvoir satisfaire les besoins. Alors aujourd'hui, docteur, même si 1% de la population burkinabé voulait donner son sang, est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? Pour finir. Bon, je dirais donc que les moyens dans les structures publiques de l'État ne sont jamais suffisants. Je pense que le plus important pour nous déjà, c'est qu'on puisse mobiliser les donneurs, que les gens se mobilisent. Et maintenant, derrière, si les moyens ne sont pas suffisants, je pense que l'autorité politique doit pouvoir, comme elle a toujours l'habitude de le faire, et allouer encore suffisamment de moyens pour que nous puissions récolter suffisamment de sang pour que les malades puissent en bénéficier. Merci docteur d'être passé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, le docteur Salam Sawadgo, directeur du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, était donc l'invité de 20h pour parler donc de cette question cruciale de la mobilisation des poches de sang pour sauver des vies. Suite de ce journal, on reste dans le domaine de la santé publique avec ce congrès de la Société de médecine interne du Burkina. Il s'agit de ces médecins un peu touche à tout au centre des échanges, les maladies inflammatoires chroniques, 2 jours de partage entre ces professionnels de santé afin de promouvoir les bonnes pratiques. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Sirima. Les maladies inflammatoires chroniques sont au cœur des échanges de ce congrès de la Société de médecine interne du Burkina, SOMI-BF. Médecins spécialistes, experts nationaux et internationaux ont droit ici à des communications et des sensibilisations sur des thèmes comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Selon la SOMI-BF, ce congrès est une tribune pour mettre en valeur ces médecins spécialistes dans plusieurs domaines à la fois. À travers donc ce congrès, nous allons travailler à faire connaître encore la médecine interne, travailler donc sur des maladies d'actualité telles que les maladies inflammatoires qui peuvent toucher tous les organes du corps humain. Nous attendons près de 90 communications et également près de 8 conférences plénières thématiques. Pour les autorités, ce congrès est une occasion d'actualiser les connaissances en médecine interne. La médecine interne,
c'est un peu le spécialiste de tous les organes. Il connaît un peu le cerveau, il connaît un peu le cœur, il connaît un peu le rein, il connaît un peu le foie, il connaît un peu l'estomac, voilà. Donc c'est un peu le spécialiste d'un peu de tout. Et au Burkina, on a vraiment besoin de ces spécialistes parce que quand il est spécialiste, il est dans un centre hospitalier régional, on peut considérer qu'on a tous les spécialistes dans cet hôpital. Cette rencontre connaît la participation de plus de 280 personnes venues de 7 pays d'Afrique. Il s'agit du Congo, du Niger, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. La planification familiale, un moyen également d'améliorer la santé publique, mais encore faut-il que la pratique rencontre une adhésion de masse. C'est tout l'enjeu de la campagne 100 jours pour convaincre, première étape de l'opération, la province du Passoré. Mais pour quel résultat? Le point avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadego. Fatimata Sankara, mère de 2 enfants, habite la commune de Arbolé. Elle est venue prendre conseil sur la planification familiale avec la permission de son époux. Notre patiente a bénéficié premièrement d'une causerie. Et après la causerie, nous avons fait le counseling dans lequel on portait sur le dépistage des lésions précancéreuses, sur la planification familiale et aussi sur le dépistage du VIH. Si Fatimata s'est présentée seule, Sawadgo Yakuba Atema Bokin, lui, a préféré accompagner son épouse. Ils ont opté la méthode injectable. Je lui ai permis de pratiquer le planning familial pour notre bien. Il faut être responsable, planifier selon ses moyens. Situation de campagne agricole oblige. Certaines femmes n'arrivent pas à se libérer pour prendre part à ces séances de consultation. Mobiliser, engager les communautés et autorités administratives au niveau local dans les localités concernées en faveur de la santé reproductive et du planning familial, c'est la vision du projet Suède. Pour y arriver, une caravane de presse et des acteurs œuvrant pour la promotion de la planification familiale sont mis à profit. C'est vraiment déplorable quand tu as affaire à une jeune fille de 20 ans, élève de 3e de surcroît, qui a 3 enfants, mais qui te dit qu'elle n'est pas prête pour faire la planification familiale. Une autre avec 6 enfants aussi qui te dit non, je n'ai pas l'âge de faire la planification familiale. Tu poses la question, mais après 6 enfants, tu n'as pas l'âge. Non, parce que je suis la 3e épouse de mon mari. La première en a 12, la deuxième a 8. Moi, je n'ai que 6. Au terme des 6 jours de travaux, de façon partielle, nous avons pu enregistrer 118 nouvelles utilisatrices pour ce qui est de la planification familiale. Et l'objectif qui est fixé au niveau national pour les 3 régions, c'est 800 nouvelles utilisatrices. Si on fait la répartition, à Yako ici, normalement, on devait atteindre au terme des 6 jours 200 nouvelles utilisatrices. Nous avons atteint 118, ce qui veut dire qu'il y a un gap de près de 80 femmes. Qu'à cela ne tienne, l'espoir est permis, dira la coordonnatrice nationale du suivi des prestations. Elle se veut rassurante car des mesures sont prises pour assurer la continuité des activités après la campagne. La cible de cette campagne, ce sont bien sûr les leaders d'opinion, chefs coutumiers ou leaders religieux. C'est sur eux que les initiateurs de la campagne comptent pour que le message produise ses effets. Donc Bakouda et Nathalie Sawadego. La problématique de l'accès des filles à l'école, le mariage d'enfants, la planification familiale, ce sont entre autres les sujets abordés à cette séance de plaidoyer avec les leaders coutumiers et religieux. Nous avons démontré que si la tendance de la planification familiale va comme ça, en 2050, on sera 60 300 000 habitants au Burkina Faso, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'éducation, sur la santé et même sur la cohésion sociale. Face à cette démographie galopante et au regard de l'ampleur des différents maux qui minent l'avenir des jeunes filles, séance tenante, les leaders ont chacun pris l'engagement de mener des activités d'information et de sensibilisation afin d'inverser la tendance.
Nous avons compris l'importance du planning familial. Nous allons passer les messages à nos fidèles dans les mosquées, pendant les cérémonies de mariage, de baptême, mais aussi dans nos familles pour qu'ils adhèrent, afin que la rencontre prochaine, on constate les changements. Nous allons rendre compte à notre supérieur, le chef de Arbolé. Ensemble, nous allons répercuter l'information aux autres chefs de la localité, aux associations féminines, et vous verrez que les données vont changer. Tous ici souhaitent une pérennisation de ces genres d'activités afin de conscientiser la population pour des pratiques responsables. 100 jours pour convaincre les Burkinabés sur la planification familiale, c'est aussi ce podium ambulant installé au cœur des localités concernées qui parle des sketchs, des théâtres ou animations culturelles, sensibilise les populations. Hommage dans ce journal à un enseignant modèle au lendemain des résultats du CEP 2018. Je vous le disais en titre, il s'appelle Jean-Étienne Belemiègré ou Monsieur 100%. 16 ans de carrière dans l'Est et le Centre-Est et partout la même performance. Cette année, il a présenté 62 candidats à l'école primaire Bagré-Périmètre, autant d'admis. Portrait d'un enseignant qui force respect et admiration avec Souleymane Sanou et Olo Poda. 100% au certificat d'études primaires, 10 fois en 16 ans de service. Le monsieur 100%, le voici, Étienne Belemiègré. Nous l'avons déjà rencontré l'année dernière et cette année, il récidive. 62 candidats présentés, 62 admis. J'ai eu 161,5 points. Je suis très contente d'avoir le CEP. Le maître est très rigoureux dans le travail. Ces résultats, nous l'imputons vraiment au premier responsable de l'école. Parce que ce n'est pas ici seulement qu'il a commencé à faire ses 100%. Tout d'abord, c'est le dévouement qui anime. Un enseignant dévoué, consciencieux, dévoué qui a la passion des résultats, qui a l'amour du travail, ne peut qu'engrandir vraiment ces résultats. Depuis 6 ans, c'est à l'école Bagré-Périmètre que notre enseignant se distingue. Et avant Bagré, c'était à l'école de Saint-Pierre dans la Tapoa. Une performance qui lui vaut le respect et l'admiration de ses supérieurs et de ses collègues. Et le bien qu'il fait là, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les enfants. Mais les gens ne savent pas. Mais ce que je vais inviter les parents d'élèves, de veiller pour leurs enfants. Que ce n'est pas les maîtres seulement qui peuvent donner les bonnes éducations. Mon directeur, quand il est là, il tient la classe aussi comme titulaire. Il donne les cours, en tout cas il m'épaule aussi comme titulaire. Il est là, il fait les cours, je recopie. S'il n'est pas là, je dispense les cours. S'il est là seulement, il vient. Vraiment, c'est un cas exceptionnel. Un instituteur principal qui tient une classe, c'est rare. Nous pensons vraiment que c'est un enseignant consciencieux qui aime bien son travail et il mérite vraiment les félicitations et la reconnaissance, notre reconnaissance. 10 fois 100% au CEP, mais jusque-là, aucune lettre de félicitations, encore moins une distinction. Pas de quoi décourager Étienne Belemiègré. Depuis fort longtemps, je n'ai même pas encore reçu une lettre de félicitations, mais je crois bien que, s'il plaît à Dieu, c'est surtout la réussite des enfants qui compte. C'est surtout ça. La constance dans le succès, c'est la philosophie de Jean-Étienne Belemiègré qui nourrit l'ambition de partager son expérience avec les enseignants en tant qu'encadreur. En attendant, le prochain objectif de M. 100% est déjà fixé, 100% en 2019. Voilà pour ce portrait. Chapeau l'enseignant. Le succès à l'école comme rempart au travail des enfants. Le phénomène a des conséquences néfastes, surtout pour les enfants qui se retrouvent dans les pires formes de travail. Jeudi dernier, les acteurs de la lutte ont marqué une halte pour crier une fois de plus leur haro. Urbain Benito Sommet, Ismaël Diloma, Sirima. Une pièce de théâtre qui dépeint la situation que vivent les enfants sur les sites d'orpaillage. À travers cette représentation, les tout-petits interpellent les autorités sur les pires formes de travail des enfants.
Ils souhaitent ne plus entendre parler de ces actes qui troublent leur épanouissement. Ils invitent les responsables à œuvrer davantage pour la protection des enfants. La plupart des enfants et jeunes, qu'ils soient en formation ou employés dans les ateliers, ne disposent pas d'équipements de protection adéquats et encore moins de systèmes de prise en charge en cas d'accident ou de maladie. Nous savons que tout ne peut pas être fait maintenant et tout de suite, mais la question de la sécurité et de la santé des enfants en apprentissage et des jeunes travailleurs ne doit pas être laissée au second plan, car elle est fondamentale et vitale. Des sensibilisations sont déjà menées sur le travail des enfants selon la directrice de la protection sociale. Elle annonce une enquête plus approfondie sur la question afin de trouver des pistes de solutions aux pires formes de travail des enfants. La dernière enquête qui a été réalisée en matière de travail des enfants, elle date de 2006. La situation a sûrement évolué, donc nous nous attelons effectivement à pouvoir réaliser une nouvelle enquête qui nous permettra de voir quelle est l'ampleur aujourd'hui du travail des enfants et quel est l'impact effectivement des différentes actions que nous avons eu à mener en matière de lutte contre le travail des enfants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin. Les enfants au centre de toutes les attentions. Objectif cette fois, retirer 50% des enfants en situation de rue et leur donner de meilleures perspectives. Le cap est fixé au ministère de la Femme, mais avant les actions, l'heure est pour le moment aux concertations avec tous les acteurs concernés par l'opération. Isaka Ouedraogo et Yarkiteda. Réduire le nombre d'enfants et de jeunes dans la rue de 50% à l'horizon 2020, le gouvernement burkinabé y rêve. Le ton a été donné à cette rencontre de concertation des acteurs de la petite enfance. Pour un test, l'opération de réinsertion sociale va concerner les 49 communes urbaines. Elle devrait permettre d'apporter des réponses appropriées et adaptées aux besoins des enfants. Vous savez que nous avons commencé à la sensibilisation, nous avons fait des communiqués dans les radios pour demander aux parents de sortir les enfants de la situation de rue. La deuxième phase, c'est cette phase de concertation où nous allons travailler avec les acteurs du domaine et voir leur expérience afin d'atteindre nos objectifs, qui est plutôt le retrait des enfants en situation de rue. Comme nous allons harmoniser la stratégie de retrait, nous allons avoir une dernière concertation avec les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police et la police municipale pour voir comment nous pourrons effectuer cette opération dans la dignité et dans le respect des droits des enfants. Plus de 9000 enfants et jeunes sont dans la rue, dont 81% sont des garçons. La majorité d'entre eux vivent de la mendicité, selon le rapport du recensement réalisé en 2016 dans les 49 communes urbaines par le ministère en charge de l'action sociale. Tout autre chose pour poursuivre le Sahel qui met le niébé en vitrine. Ce sont les deuxièmes journées promotionnelles de la légumineuse. Producteurs ou transformateurs, tous sont mobilisés car si le défi de la conservation est aujourd'hui relevé, celui de la commercialisation reste entier. Bourema Kane et Lazare Sanou. C'est ainsi parti pour la deuxième édition des journées promotionnelles du niébé au Sahel. Une foire appréciée par les acteurs de la filière niébé, mais qui ont tout de même des doléances. La foire là, c'est très bien, mais c'est que nous, en tout cas, on demande aux autorités qui ont été présentes ici là, qu'on puisse vraiment voir les mets locaux un peu partout. Même pendant les cérémonies, les rencontres, que ça ne soit pas seulement du saucisson et puis du sandwich, qu'on puisse au moins intégrer aussi les mets locaux là. Là au moins on va pouvoir valoriser. C'est notre première fois et c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'exposer ce qu'on a, de faire des affaires et aussi d'avoir des relations avec d'autres personnes aussi. En tout cas pour la pérennité, là, si ça peut même se tenir 2 fois par an, vraiment ça allait nous permettre de découler nos produits. Une foire promotionnelle qui se présente alors comme une opportunité pour résoudre les difficultés auxquelles font face les producteurs. On est satisfait de la tenue de la deuxième session, mais nous demandons toujours aux partenaires, en tout cas, de nous encourager pour pérenniser cette activité. Je pense qu'en multipliant ce genre de manifestations, c'est-à-dire les journées promotionnelles, qui met en contact l'ensemble des acteurs de la chaîne avec disons les acheteurs potentiels, je pense que c'est un moyen qui peut
nous amener à résoudre définitivement ce problème des difficultés d'écoulement des produits. Les organisateurs de la foire envisagent à l'avenir tenir ces journées promotionnelles juste après les récoltes pour mieux valoriser le niébé produit au Sahel. À présent, on s'arrête sur un chantier qui s'éternise dans la ville de Orodara, celui du marché de fruits. C'est une infrastructure qui était particulièrement attendue dans cette région reconnue comme le verger du Burkina. 3 entreprises se sont succédées, 70% du budget décaissé et un taux d'exécution de 36%. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt et beaucoup s'interrogent. Explication Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. 6 années de travaux, 3 entreprises engagées l'une après l'autre, mais le chantier, comme vous pouvez le constater, est toujours en souffrance. Nous sommes ici sur le site de construction du marché de fruits et légumes de Orodara. Précédemment, il y avait déjà des infrastructures qui étaient sur le site, mais qui ne répondaient pas aux aspirations des bénéficiaires. Et donc, avec les autorités municipales qui étaient en place, ils ont entrepris avec le PAFASP de pouvoir faire un réaménagement du site. En effet, c'est un chantier inachevé que la Banque mondiale, via le PAFASP, a décidé de terminer. L'histoire remonte à juillet 2012. Depuis la pose de la première pierre par le ministre de l'Agriculture qui a eu lieu le 7 juillet, jusqu'en fin 2013, c'est blocage sur blocage. Ça ne marche pas du tout. Jusqu'à ce que on a entamé la procédure de résiliation. Vint ensuite une seconde entreprise qui finira elle aussi par jeter l'éponge. Une situation qui va donc faire l'objet d'un nouvel appel d'offres, des nouveaux contrats. Et le pire, tout est à refaire. En avril 2015, on était à 65%. Mais entre-temps, les bénéficiaires ont dit non. Initialement, eux, ils voulaient que les détaillants soient sur le site. Mais maintenant, eux, ils ne veulent plus que les détaillants soient là. Le marché est allé maintenant jusqu'à 451 000. Et c'est à une période où le projet chargé de piloter la construction du marché, le PAFASP, tira à sa fin. Le PAFASP clôturé, et après toutes les 3 entreprises, le chantier est à un taux d'exécution de 36%, avec plus de 70% de décaissement. Sur le terrain, on était à quelque chose de moins de 40% de réalisation, contre en gros 70% de taux de financement. Mais pourquoi tant de désertion de la part des entreprises? Il y avait un problème d'humeur entre les deux. Vous comprenez que l'entreprise doit toujours s'entendre avec le contrôle. Quand ils ne s'entendent pas, c'est vraiment difficile de travailler sur le terrain. C'est le responsable de la dernière entreprise à séjourner ici. Lui, il pointe du doigt le système de contrôle. C'est un consultant qui n'a pas de bureau, il n'a pas l'expérience à cette envergure de cette marché-là. Ça doit être suivi par un bureau d'études. Il y avait aussi des petits différends entre l'entreprise et le suivi contrôle sur des aspects techniques qui n'avaient pas été préalablement définis. Joint au téléphone plusieurs fois et après des rendez-vous manqués, le consultant en question n'a pas voulu nous rencontrer. Et pourtant, la commune de Orodara a fondé beaucoup d'espoir sur cette infrastructure. Le commerce de fruits se fait, même sans le marché. Mais s'il y a le marché là, ça va permettre une bonne organisation. Voilà. Et ça ne peut qu'améliorer les recettes. Et désormais, tous les regards sont tournés vers la direction générale de la promotion de l'économie rurale pour achever le chantier. Une direction à laquelle la patate chaude a été léguée. Actualité hors de chez nous à présent, une deuxième attaque à la voiture piégée en 2 jours contre les forces antiterroristes au Mali. Cette fois, c'est une patrouille conjointe de militaires français de Barkhane et de soldats maliens qui a été visée. L'attaque s'est produite à la périphérie de Gao ce matin, vous le voyez sur les images. Au moins 2 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés par l'explosion. Des blessés également parmi les militaires français.
Et comme de coutume, la page sport à présent, Dimanche Sport avec Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jean-Emmanuel. À la une, bien sûr, le mondial Russie 2018 avec les huitièmes de finale. Tout à fait, hein, vous l'avez suivi. Et hier, et Messi et Cristiano sont passés à la trappe. Donc, les huitièmes de finale, tu continues. Aujourd'hui, à 14h, on a pu voir le match entre l'Espagne et le pays organisateur. Un but partout. On va d'ailleurs voir les images de cette rencontre. Un but partout entre Espagnols et Russes. Ça, c'est déjà le but égalisateur russe. Et les tirs au but pour départager les deux équipes. Et puis, à la grande surprise, Jean-Emmanuel, ce sont les Russes, oui, qui passent en quart de finale. Le champion du monde 2010 est tombé, raté 2 pénaltys. Et voici donc des garçons comme Ramos, Piqué et Iniesta, peut-être qui mettront fin à leur carrière internationale. Et la Russie, qui grâce à cette victoire, a pratiquement gagné son mondial, hein, parce que ce n'était pas du tout évident au départ. On est en train de suivre à l'heure actuelle la séance des tirs au but des huitièmes de finale entre la Croatie et le Danemark. Sachez qu'il y avait un but partout et Luka Modric de Real de Madrid a raté un penalty dans la prolongation. Et nous sommes là au séance des tirs au but à Russie Express. On vous donnera le résultat de ce match électrique entre la Croatie et le Danemark. Ok, beaucoup de suspense donc dans ces huitièmes de finale. Une actualité également très riche en cyclisme là. Oui, une actualité très riche en cyclisme. Ce week-end, il y a eu le championnat B, Jean-Emmanuel. C'est le championnat donc, qui vient avant d'ailleurs le championnat A. Il y a eu près de 62 coureurs de 24 clubs qui ont pris le départ donc, de ce championnat B. Un championnat B, hein, Jean-Emmanuel, qui a été remporté par Sibrago Yamego de l'ASCB de Koudougou, qui a été le plus rapide hein, dans cette distance de 113 km 400, une vitesse moyenne de 32 578 km/h. Pour les spécialistes, ce n'est pas beaucoup, mais quand on est au championnat B, on peut quand même se contenter de cette vitesse moyenne. Et puis, il y a eu aussi le championnat féminin Jean-Emmanuel. Il y avait 13 coureuses au départ, sur 25 km 250. Et puis, la victoire est revenue à Emilienne Sawadogo après 48 minutes de course, puis une vitesse moyenne aussi acceptable de 31 207 km/h. Le championnat de cyclisme encore pour continuer avec maintenant le 43e anniversaire de la CEDEAO. Là, on est en train de voir encore les images de la victoire d'Emilienne Sawadogo dans les rues de Ouaga 2000 samedi. Et après cela, bien sûr, on verra donc le Grand Prix cycliste. Tiens, voici le Grand Prix cyclisme, 43e anniversaire de la CEDEAO. Et ce Grand Prix-là a été remporté par un garçon pour la première fois de son histoire. Il s'appelle Bassirou Morea de l'AJCK de Koudougou. Il signe sa toute première victoire de carrière. Il remporte le Grand Prix de la CEDEAO. Il y avait au départ, Jean-Emmanuel, 32 coureurs et puis de 19 clubs et puis une distance de 140 km 600 à parcourir. Il remporte donc ce prix avec la bagatelle somme de 300 000 francs CFA. Okay. On va terminer pour dire que demain, les huitièmes de finale vont continuer. Hein. Sur notre antenne, à partir de 18h, il y aura un match entre la Belgique et le Japon. Mais à 14h déjà, il y a Brésil. Mexique, c'est le duel 100% sud-américain. Mais ce soir, le sport n'est pas fini à 23h. Donc, 23h avec Christian Dabé Paris, Russie Express. Merci, Lassina Sawadogo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Ruth Bini Ouattara vous retrouve pour le 22h30. Toute l'équipe de cette semaine vous souhaite une bonne reprise de travail demain.